Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour établir une conclusion de ce premier chapitre, ou en tout cas une première partie de conclusion nous intéressant aux oubliés de la mondialisation. Qui sont ces pays, ces régions, ces États, ces personnes aussi, qui sont écartés, volontairement ou non, du réseau mondial des grands échanges mondiaux. Pour le déterminer, il s'agit principalement de parler d'intégration. En effet, les oubliés de la mondialisation sont des régions, des pays qui participent assez peu aux flux internationaux, qui ont peu de moyens pour s'intégrer dans le réseau mondial, qui ont peu à offrir d'un point de vue économique et commercial, qui restent assez peu connectés. Ce sont également des régions qui présentent assez peu d'infrastructures de transport et de communication. En d'autres termes, pour faire partie de la mondialisation, aujourd'hui, vous êtes obligé d'avoir des grands axes routiers, des grands axes ferroviaires, aériens, fluviaux. Or, certains de ces pays restent assez peu accessibles en termes de marchandises et donc vont être mis à l'écart de la mondialisation. L'ère d'influence des centres urbains participe également à cela. L'existence de métropoles, de mégapoles, de mégalopoles est essentielle puisque ce sont des espaces qui vont dominer le monde, qui vont structurer le monde. Ce sont les nœuds du réseau qu'on avait déjà évoqués précédemment. Et l'existence ou l'inexistence de ces lieux définit bien évidemment la capacité d'une région à s'intégrer au réseau mondial. La présence de fonctions supérieures, ça peut être des sièges sociaux, ça peut être des musées, ça peut être des institutions majeures qui vont permettre à certaines régions de briller, de connecter, de rassembler. Si une région en est dépourvue, forcément, elle aura moins d'attrait. La présence de ressources rares, stratégiques, permet aussi à certains États, à certains pays, à certaines régions de se positionner. La possession de pétrole ou de charbon, de matériaux précieux, de minerais précieux, d'or ou de diamants, permet à un pays de se positionner sur le réseau mondial, sur le commerce mondial. C'est pas forcément indispensable, vous voyez en Suisse on est finalement assez pauvre en termes de ressources rares ou stratégiques, mais on a d'autres capacités qui nous permettent de sortir du lot. La participation des organisations régionales mondiales de libre-échange par exemple participe aussi à ce phénomène. L'OMC bien évidemment, mais aussi tous ces accords qu'on avait abordés la fois précédente, l'ALENA, le Mercosur, l'Union européenne par exemple, l'OPEP, sont des organisations qui permettent de donner à certains une voix qu'ils n'auraient pas en d'autres circonstances. La possibilité de s'exprimer devant un public beaucoup plus large, un public international, de faire respecter ses intérêts, ses besoins, d'imposer des accords, des contraintes. Pour des petits pays isolés, ce sera forcément délicat justement de se faire entendre en étant seul. Et c'est là tout le principe de ces unions douanières, de ces unions économiques, c'est de créer des entités qui soient plus puissantes et qui puissent imposer à plus grande échelle leur volonté, leurs décisions. Le niveau de développement, de richesse et de qualification participe aussi, vous l'aurez compris, à l'intégration au réseau mondial. Plus un pays est développé, plus il aura quelque chose à apporter, plus il pourra se positionner facilement. Plus l'éducation, la formation est importante, plus il sera attractif pour les entreprises, mais aussi pour la création de projets, de brevets par exemple. Un pays par contre qui connaît un développement assez faible aura beaucoup de peine à s'impliquer et à participer à la mondialisation. Enfin, la stabilité politique entre bien évidemment en compte. Un pays qui est stable, c'est un pays avec lequel vous pouvez échanger, communiquer, créer des relations, commercer, tout simplement. Alors qu'un pays qui est en guerre, c'est un pays dans lequel les relations sont difficiles parce que vous n'avez aucune garantie qu'elles perdurent. Les investissements sont difficiles parce que vous ne savez pas où va aller l'argent, s'il sera exploité de la manière adéquate et si vous allez le retrouver. Donc forcément, la stabilité participe à l'intégration de certaines régions. Et ce qui devient intéressant, c'est justement cette hiérarchie des espaces. Une hiérarchie qu'on avait déjà abordée l'année passée lorsque nous avons parlé des relations nord-sud. Cette hiérarchie, vous la connaissez. Celle de la triade, par exemple. La triade, c'est ces grands centres de l'espace mondialisé. C'est l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, le Japon, mais aussi les nouveaux pays industrialisés, Australie, Nouvelle-Zélande. C'est de plus en plus la Chine, qui constitue les territoires les plus attractifs, les plus influents, qui concentrent les flux, les infrastructures, la richesse, qui concentrent les fonctions les plus rares, notamment dans leurs centres urbains. C'est là que se commande le processus de mondialisation et que s'organise l'espace. C'est eux qui définissent comment s'articule le monde. C'est nous, d'une certaine manière, puisque nous en faisons bien évidemment partie en tant que Suisse. C'est ces espaces qui organisent le réseau mondial. C'est là que se trouvent les principales fonctions de commandement politique, économique, culturel à l'échelle planétaire. Qui influence le monde d'un point de vue culturel? C'est les États-Unis, c'est le Japon, c'est la Chine.
C'est là que la majeure partie des richesses mondiales se trouve. 65% des richesses mondiales se trouvent dans une région qui n'est peuplée que de 14% de la population de la planète. C'est là que se concentrent les capitaux, 80% des capitaux mondiaux. C'est là que se concentre la grande majorité des flux. C'est plus de 70% du commerce mondial. Les 3/4 des touristes internationaux viennent dans ces pays de la triade. Et partent des pays de la triade. C'est là que se trouvent les sociétés les plus avancées sur le plan technologique, par exemple. Et c'est ces régions qui réalisent plus de 85% de la recherche et de l'enseignement supérieur. Donc c'est des régions qui sont leaders sur bien des aspects. Ces régions ne sont cependant pas les seules. À cela s'ajoutent les périphéries dynamiques, qui concurrencent de plus en plus les centres de la triade. C'est ces pays émergents, le Brésil, la Russie dans une certaine mesure, l'Inde, l'Afrique du Sud. C'est les principaux territoires qui participent de plus en plus activement aux flux internationaux et qui s'affirment progressivement en tant que moteurs dans l'espace mondial, au niveau d'un continent, au niveau d'une région, mais de plus en plus à l'échelle mondiale, à part entière, même si on y trouve encore de très fortes inégalités sociales et spatiales comme on l'avait vu l'année passée. En effet, la domination de la triade est progressivement remise en cause par la montée en puissance de ces États, qui sont globalement plutôt bien intégrés à la mondialisation. Aujourd'hui, le Brésil s'en sort bien. Et la redistribution des richesses se fait de plus en plus au profit justement de ces pays émergents. Le poids de la triade dans la richesse mondiale est ainsi passé de 80% en 1990 à 65% en 2010. Donc vous voyez qu'il y a un recul. Pas encore un recul colossal, mais un recul qui est quand même assez caractéristique et qui se fait au profit de ces espaces émergents. On a de plus en plus ces espaces qui concentrent des fonctions de commandement. Donc si leur influence mondiale est encore assez relative, leur rayonnement continental est de plus en plus important. Et c'est pour ça que leur puissance est de plus en plus incontestable. Bien évidemment, si on parle de centres de commandement, de périphéries plus ou moins intégrées, on a aussi tout ce qui relève des marges. On a les périphéries intégrées, mais encore plus ou moins dominées. C'est les nouveaux émergents. C'est l'ensemble des régions qui participent aux flux mondiaux, mais qui souvent sont dépendants des centres et des pays émergents. C'est ces espaces qui sont soumis au centre, qui sont attractifs et qui disposent d'une certaine autonomie sans arriver à imposer leur pouvoir. C'est l'Europe de l'Est, par exemple. C'est encore dans une certaine mesure la Turquie, l'Indonésie, l'Argentine, le Chili, qui ont un rôle à jouer, qui ont une économie qui se porte plutôt bien, qui se développe, mais qui ne sont pas encore égaux par rapport aux grandes puissances ou aux grands émergents tels que le Brésil, tels que la Chine, tels que l'Inde. C'est des pays qui naviguent encore un petit peu derrière. De la même manière, les grands pays producteurs d'hydrocarbures, de pétrole, qui sont des acteurs stratégiques indispensables, puisque c'est ceux qui vont permettre aux grandes puissances de vivre, mais des pays tels que le Venezuela, le Nigeria, la Libye, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis par exemple, l'Irak, l'Iran, sont des pays qui sont intégrés au réseau mondial, puisque le pétrole aujourd'hui c'est une denrée qui est exportée dans le monde entier, qui définit une part des échanges commerciaux. La stabilité dans ces pays assure la stabilité dans le monde d'une certaine manière. À partir du moment où ils entrent en guerre, le prix du pétrole a tendance à flamber et c'est toute l'économie mondiale qui est affectée. Donc ils ont un rôle à jouer extrêmement important, mais vous vous rendez bien compte qu'en dehors de ces productions pétrolières, l'influence reste assez minime. D'un point de vue politique, d'un point de vue culturel, c'est pas de là que vient véritablement l'influence mondiale. Même constat, enfin, pour les pays ateliers et tous ceux qui sont pays spécialisés, ceux qui fournissent les matières premières agricoles ou minérales par exemple, mais qui restent très dépendants des centres. C'est les pays qui sont en développement, en Amérique latine, en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord aussi, en Asie du Sud-Est. Ces pays qui fournissent de la main-d'œuvre, qui se spécialisent dans certains domaines qui sont intéressants en termes de production, mais qui basent justement cette production sur la demande qui vient des pays occidentaux développés, qui, sans ces pays, auraient encore beaucoup de peine à s'en sortir. Enfin, les marges de l'espace mondial, tous ces angles morts de l'espace mondial, tous ces espaces qui ne font pas partie de la mondialisation, et c'est ceux qui nous intéressent le plus aujourd'hui, les oubliés de la mondialisation à proprement parler, c'est ceux qui participent très peu aux flux internationaux et qui sont souvent rejetés, écartés, parce qu'ils ont un faible niveau de développement, parce qu'il leur manque des infrastructures essentielles au fonctionnement de l'économie, de la société, de l'administration, parce qu'ils sont enclavés,
Par exemple, on avait vu un certain nombre de cas de pays enclavés qui ont beaucoup de peine à s'en sortir, tout simplement parce qu'ils doivent franchir plusieurs frontières pour participer au réseau mondial, à l'économie mondiale. C'est aussi les pays qui sont en guerre, qui sont ravagés justement par ces conflits. Donc c'est véritablement des angles morts de l'espace mondial puisque ils sont dans une situation où ils ne peuvent pas progresser, ne peuvent pas s'intégrer au réseau. Et dans ces régions, on aura bien évidemment les PMA, les pays les moins avancés, principalement africains, bien évidemment, Afrique subsaharienne pour être exact, mais aussi dans une certaine mesure Moyen-Orient et Asie du Sud-Est. C'est 1,2 milliard d'habitants qui sont exclus du partage des richesses de la mondialisation. Et sur une centaine d'États non pétroliers africains, on a vu la moitié d'entre eux, leur niveau de vie stagner depuis 1965. 46 ont même véritablement régressé. Donc ils ne sont que quelques-uns à avoir réussi à tirer parti de la mondialisation. C'est ça qui est assez inquiétant. Si certains s'enrichissent, se développent énormément, d'autres stagnent, voire régressent. L'Afrique aujourd'hui ne représente que 1% du commerce international. La plupart des États qui la composent sont souvent spécialisés dans l'exportation de produits agricoles, ce qui fait que leur bonne santé économique et sociale est soumise aux cours internationaux. Si l'économie mondiale se porte bien, l'Afrique peut bien se porter. Mais si tout d'un coup une baisse s'enregistre sur les marchés, l'Afrique payera le prix. Et ce qu'on constate, c'est que la plus grande partie de la population africaine, notamment, est pauvre. En Afrique subsaharienne, c'est plus de 40% de la population qui vit avec moins d'1 € par jour. Donc 1,2 milliard de personnes exclues. Une économie qui stagne, qui peine à décoller, qui peine à s'élever. Tout simplement parce que l'économie, aujourd'hui, le commerce international, le commerce mondial s'articule autour des grands pôles que sont l'Europe, l'Asie de l'Est et l'Amérique du Nord. Une agriculture qui reste extrêmement importante, vous l'aurez compris, mais qui peine à s'imposer tout simplement parce qu'elle est dépendante, comme je l'ai dit, des grands cours internationaux. Même si on peut considérer que certains États restent en dehors de la mondialisation pour des raisons idéologiques. C'était le cas par exemple des derniers régimes socialistes, qui sont appelés ainsi, mais qu'il faut généralement assimiler plutôt à du communisme. C'est le cas par exemple de Cuba, qui très longtemps est resté en dehors du réseau mondial, qui encore aujourd'hui a de la peine à s'ouvrir. C'est le cas de la Corée du Nord, qui reste volontairement fermée. Donc qui sont aussi écartés de la mondialisation, mais cette fois un peu plus volontairement. C'est le cas de tous ces pays enclavés que vous avez ici. Enclavés, voire doublement enclavés pour certains. C'est par exemple le cas du Liechtenstein, qui est doublement enclavé puisqu'il a une double frontière avant d'accéder à la mer, par exemple. Donc c'est tous ces pays qui n'ont pas accès à la mer ou qui sont eux-mêmes entourés par d'autres pays. C'est le cas de l'Ouzbékistan et du Liechtenstein, par exemple, qui est doublement entouré. Vous avez également quelques micro-États, Lesotho, Saint-Marin, Vatican, qui sont enclavés par un unique pays. C'est pour ça qu'ils sont en bleu sur la carte, comme vous pouvez le constater. Et comme le commerce international se fait principalement par les voies maritimes, par le biais des porte-conteneurs, les territoires qui n'ont pas de façade littorale, qui n'ont pas de port, ne sont forcément pas bien intégrés au dynamisme mondial, à l'économie mondiale. De la même manière, à l'intérieur même des pays intégrés, il peut exister des différences extraordinaires, des régions entières qui demeurent très éloignées des flux mondiaux et qui souffrent de sous-développement, et d'autres qui sont hyper connectées. C'est le cas de la Chine bleue, la Chine côtière, la Chine riche économique qui se développe, la Chine de Shanghai, d'Hong Kong, qui sont des centres économiques vitaux, s'opposent à l'intérieur de la Chine verte, la Chine agricole, qui est encore très souvent en retard du point de vue du développement économique, où on trouve encore de la famine, de la misère, de la pauvreté. Donc des espaces qui sont marginalisés. Parce que leur économie, leur territoire, leur population sont exclus de la mondialisation. Encore une fois, c'est des angles morts de la mondialisation qui présentent assez peu d'intérêt stratégique. Et c'est pour ça qu'ils sont écartés. C'est le cas, comme je l'ai dit, de la Chine, avec cette façade littorale extrêmement riche, extrêmement développée, et l'intérieur de la Chine qui, elle, avance beaucoup plus lentement, a beaucoup plus de peine
à connaître un véritable essor. Ce qu'on constate de manière générale, c'est que les sociétés, certaines sociétés en tout cas, sont inégalement intégrées. La mondialisation a renforcé les inégalités sociales, en effet, entre les États, mais même à l'intérieur des États. Dans les États du Sud, par exemple, le nombre de personnes qui vivent d'une économie informelle, c'est-à-dire dans les bidonvilles, par exemple, a augmenté, passant de 776 millions en 2000 à 827 millions en 2010. Alors qu'en même temps, ceux qui étaient riches sont encore plus riches. Le point positif, c'est que dans certaines régions, on a une classe moyenne qui est apparue. Donc les disparités augmentent, bien évidemment, dans les pays pauvres. Et on a même un renforcement de la pauvreté dans certains espaces. Une pauvreté de plus en plus marquée, qui encourage, vous l'aurez compris, les activités illicites. En effet, la grande pauvreté qui caractérise les aires éloignées de la mondialisation, on estime en 2008 c'était 22% de l'humanité, soit 1,5 milliard de personnes qui vivaient avec moins de 1,25$ par jour, sont passées aujourd'hui, ont augmenté aujourd'hui, de 300 millions de personnes. Et suivant les régions, c'est pire, c'est dramatique. Et du coup, forcément, les activités illicites dans ce contexte vont connaître un essor remarquable, tout simplement parce que le travail au noir, les activités illégales rapportent de l'argent. La prostitution, le trafic de drogue, la contrebande par exemple, permet de créer des zones grises à l'échelle d'un quartier, d'une grande métropole, au nord comme au sud, par exemple dans la Colombie, au Mali. On a des États entiers même, la Somalie par exemple, qui se tournent vers ces activités. Parce qu'on est dans des régions où le contrôle politique est faible et où les mafias ont beaucoup plus de facilité à s'imposer et à proposer à la population qui souffre de la richesse des activités qui ne sont pas légales mais qui permettent de corriger l'espace d'un instant un quotidien souvent assez difficile. Enfin, dernier élément, la marginalisation et le manque de développement qui l'accompagne favorisent l'émigration, très logiquement. La marginalisation de la société, le sous-développement encourage les gens à partir. Les pays quittent des territoires privés de richesse pour se rendre dans des territoires susceptibles de leur donner du travail. Et c'est pour ça que les grands flux migratoires sont actuellement en place. Donc, loin de contribuer à réduire les inégalités, vous le voyez ici, entre les 20 pays les plus riches et les 20 pays les plus pauvres, au cours des 40 dernières années, on a vu l'économie des uns, la richesse des uns passer de 212 à 267 $, alors que celle des autres grimpait de 11 000 à 32 000 $. Vous voyez l'écart qui se crée entre les pays les plus pauvres et les pays les plus riches. Selon un rapport de l'ONU, le nombre total d'humains vivant dans la pauvreté absolue, définie par un revenu inférieur à $1 par jour, a légèrement décliné au cours de ces dernières années. Mais ce résultat est essentiellement dû à l'amélioration de la situation en Chine et en Inde, alors que celle de l'Afrique noire a empiré. Celle de l'Asie centrale a également empiré. Donc, il est nécessaire de défendre la souveraineté des États contre l'imposition d'un modèle économique universel par les grandes institutions économiques qui se trouvent dans les pays du Nord. L'idée, c'est de lutter contre ces inégalités, de permettre un meilleur rééquilibrage de ces espaces. Et forcément, dans ce contexte, on voit apparaître pas mal de mouvements qui tentent de jouer, de surfer sur la vague. Trump, quand il courtise la population, il courtise les plus pauvres, en disant « je vais vous aider ». Et c'est comme ça qu'il arrive au pouvoir. C'est également tout le mouvement des Gilets jaunes, qui réunit les plus pauvres pour faire en sorte que la situation change. C'est le mouvement de tous les populistes, en France, en Pologne, en Italie, où on voit de plus en plus de discours qui affirment l'identité territoriale et qui rejettent justement tout ce qui vient de l'extérieur, parce qu'il faut défendre avant tout les pays intérieurs, enfin la richesse intérieure, la population qui meurt de faim. Donc on a de plus en plus de mouvements de contestation pour donner la parole à ces oubliés, mais certains jouent là-dessus de manière pas toujours forcément très honnête. Voilà, nous arrêtons aujourd'hui sur cet élément. Je reste comme toujours à disposition si vous avez des questions. La prochaine fois, nous ferons une petite critique de la mondialisation, ce qui nous amènera à la fin de ce chapitre et nous permettra d'enchaîner avec la question des grandes puissances mondiales.
D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt.